Bonjour à tous. Didier m'a demandé d'animer donc ce webinaire sur la coproduction. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé à ce genre d'expérience assez intéressante et assez interactive, je vais faire une très courte introduction des questions que je me pose sur la coproduction. Et Michel nous feront un court témoignage de leur expérience. Et puis après, on lancera le débat et voilà, n'hésitez pas à intervenir en le signalant, soit par le chat, soit en levant la main. Voilà. Donc, sur ce sujet-là, les coproductions ne semblent pas extrêmement en vogue en ce moment dans nos institutions. Il y a eu une grande vague où il y a eu beaucoup de projets de ce type-là. J'ai l'impression qu'il y en a moins en ce moment parce qu'ils sont souvent jugés comme lourds à gérer, nécessitant beaucoup de temps, chronophage. C'est pas facile de mettre d'accord tout le monde sur quand on est à deux institutions à travailler sur un sujet, sur un projet d'exposition. C'est déjà pas facile quand on est en interne dans une même équipe des mêmes institutions. Il y a une acceptabilité des équipes qui est assez difficile au niveau des expositions. Je perds la maîtrise de mon projet, donc on entend souvent ça. Et puis, c'est difficile aussi de coproduire parce que on a des surfaces différentes, on a des publics différents. Comment ça s'organise, comment on peut s'associer à deux alors qu'on n'a pas les mêmes contraintes, voire les mêmes visions de la médiation. Voilà, donc ça, c'est un peu, je dirais, pour brosser un portrait un peu noir de ce qui peut être les coproductions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a moi, je vois aussi beaucoup d'avantages, surtout à travers l'élaboration aujourd'hui de nouvelles façons de penser la coproduction, qui peuvent permettre, premier aspect, un aspect financier quand même, aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, à partager les frais à produire une exposition. Le temps, ça peut se gérer, ça peut faire gagner du temps. Au contraire, je pense aux équipes, qui est aussi un investissement en termes de ressources humaines. Et puis, les coproductions, c'est toujours aussi une belle opportunité de s'interroger sur nos méthodes de travail, sur notre vision de la médiation et de les partager avec d'autres. Et voilà, pour moi, ça relève presque de la formation continue, d'échanger avec ses collègues et de voir comment ils travaillent, comment ils fonctionnent et d'interroger ses propres pratiques. Donc, on voit émerger d'autres façons de concevoir la coproduction. C'est plus on conçoit, on fabrique ensemble, on fait circuler l'exposition avec son mobilier. De plus en plus de façons de produire ensemble sont élaborées, sont imaginées, c'est de manière inventive et alternative, justement pour aller contre, je dirais, ces difficultés à coproduire. On a pu voir, par exemple, des projets où on va concevoir, par exemple, un programme ensemble, commun, ce qui demande du temps, prendre un sujet, le travailler, aller jusqu'au programme. Et puis après, chaque institution développe son exposition à partir de ce programme. Il peut y avoir d'autres systèmes mixtes où on va élaborer ce programme. Certains vont développer des supports à haute valeur ajoutée. On se partage. Toi, tu fais les manips, moi, je fais les audiovisuels et les multimédias, ce qui coûte aussi de l'argent à élaborer. Et puis après, on met en commun. On a d'autres projets, Ludovic pourra en parler, où on part d'un sujet commun. On est deux institutions un petit peu différentes et on va concevoir une exposition avec deux approches sur un même sujet un petit peu différentes. Donc, il y a plein d'inventivité sur la façon de coproduire pour justement éviter les biais de ça prend beaucoup de temps, c'est pas adapté à ma structure, etc., etc. Donc, juste pour lancer le débat, j'ai donné la parole à Michel et à Ludovic, je fais assez court, c'est qu'on parle de ce retour d'expérience et puis surtout des besoins. Comment on peut coproduire ensemble pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Quels sont les besoins? Est-ce qu'il faut continuer à produire des expositions, coproduire avec son mobilier et la faire circuler dans différents lieux? Comment on peut avancer cette question pour prendre les bénéfices de la coproduction et en éloigner les freins? Donc, je ne sais pas si Ludovic ou Michel, qui veut commencer? Ludovic est là? Ah, oui. Mais vas-y. Vas-y, Ludovic. Vas-y. Non, vas-y, j'irai après. Il n'y a pas de souci.
Très bien. Ça va être bref. En tous les cas, je trouve déjà très… Merci Agnès pour tout ce que tu as dit et bonjour à toutes et à tous. Je trouve déjà très intéressant ce que tu dis parce que ça, bah voilà, c'est un peu toutes les questions, je pense que tout le monde se pose avec un peu, c'est vrai, cette question bah voilà, de qu'est-ce qu'on fait de cette coproduction et puis quels sont les… Nous, c'est aussi la question de l'identité un petit peu qui est là derrière aussi et qui est un peu les questions rémanentes, l'identité, la signature. Et c'est vrai que pour avoir participé, enfin pas au Muséum à Neuchâtel, mais avant sur des projets d'assez grande ampleur et même à l'échelle de l'Europe, on se rend compte que c'est là qu'il y a à la fois des forces et puis des faiblesses, une richesse et puis des fois vraiment de la complexité de compréhension, ne serait-ce que dans la dimension culturelle. Donc, c'est vrai que nous, là, on a un petit projet d'expo donc, qui va ouvrir au mois de novembre à Neuchâtel, qui aura pour thème sauvage. Et là, ce n'est pas une coproduction au sens strict du terme, mais c'est deux musées qui produisent la même expo avec deux regards différents, donc le musée d'histoire naturelle et puis le musée d'ethno, sur une même ville, mais à deux temps différents. Donc, l'idée, c'est qu'au muséum, on fait la saison 1 de Sauvage, et puis au musée d'ethnographie, il y aura la saison 2. Voilà, c'est une manière en fait à la fois de montrer à nos politiques qu'on est capable de travailler ensemble et de faire des choses dans lesquelles on va pouvoir avoir un petit peu de lien entre nos publics. Donc, c'est localement quelque chose de très apprécié. Et puis, de porter des regards différents sur des sujets, c'est toujours très intéressant. Et c'est vrai que dans cette idée-là, moi, je me dis peut-être que ça serait intéressant aussi d'être un petit peu dans le challenge où c'est vrai qu'en fonction de où on est, on n'a pas tout le temps la même perception. Donc, peut-être que deux musées peuvent aussi produire quelque chose sur une thématique assez semblable et puis s'échanger les expos. C'est vrai que sans… La coproduction n'est pas toujours facile. Par contre, les échanges, moi, je n'ai pas trop d'exemples d'échanges pour l'instant. Et c'est vrai que je me dis peut-être des fois, c'est des choses qu'on pourrait faire aussi de manière assez simple. Bon, je ne sais pas à voir comment, mais ça peut être des pistes aussi. Donc là, nous, l'idée de ce projet, c'est que voilà, on se nourrit, on se nourrit un petit peu mutuellement sans tout se dire, parce qu'il y a quand même l'idée qu'il y ait des surprises à l'intérieur de ces deux expos. Et puis, on va bénéficier mutuellement de la communication des uns et des autres. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive un petit peu à mutualiser des moyens sur cet aspect-là. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même toujours, c'est un peu toujours le nerf de la guerre de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis, dans la programmation culturelle, même si les expos ne se passent pas en même temps, il y aura une suite aussi dans la programmation avec des cycles qui vont commencer au musée AM et qui se finiront au musée d'Ethno. En tous les cas, nous, de manière plus générale aussi dans notre programmation, c'est très dur de produire des expos chaque année. C'est même pas tout à fait possible ni tenable avec une identité forte et avec voilà, un vrai travail conceptuelle et une proposition, on va dire, scientifique et culturelle. Donc, nous, on a aussi besoin très clairement d'accueillir des moments de pause voilà, qui reposent les équipes. Et peut-être qu'il y a des choses, des formes à inventer aussi autour de ça. Même si je sais qu'on a tous après, on a tous des locaux différents, on a tous des publics qui ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, et puis aussi des enjeux et des sujets qui nous parlent aussi plus ou moins. Hein, mais je trouve que c'est assez normal, quoi. Michel, tu poursuis? Oui, bien écoutez, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Agnès, je pense que tu as bien présenté le sujet. Au début, j'avais un petit peu peur parce que tu es parti sur les aspects assez, comment dirais-je, problématiques, j'allais dire négatifs de la coproduction des expositions. Je me suis dit, waouh, ça va mal en ce moment.
Bon, écoutez, je pense que dans un premier temps, déjà, dans le milieu de la communauté de la culture scientifique, c'est très important qu'on ait une activité de création, d'exposition, de nouvelles productions où on explore à la fois de nouveaux contenus, mais aussi de nouvelles mises en forme pour des publics différents, aussi larges que possible, dans différentes cibles. Et ça, je pense que c'est important parce qu'avec la crise que l'on connaît, on pourrait avoir tendance à se replier tous sur nous-mêmes et puis finalement à avoir peu de création au niveau national ou européen, ce qui serait réellement dommageable parce qu'effectivement on peut parler de la théorie de l'évolution ou de la physique quantique, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y ait plusieurs expositions sur les mêmes sujets parce que la création c'est quand même je dirais, le nerf de l'activité culturelle, quoi. Autre nerf de la guerre, c'est bien sûr les budgets qui se font rares, qui sont plus difficiles en ce moment. Et c'est là que la coproduction d'expositions, bien sûr, peut nous aider. Les coproductions nous permettent de mutualiser effectivement ces coûts. Nous, à l'Espace des Sciences de Rennes, de longue date, on a été preneurs de collaboration avec les uns les autres, avec des formats à géométrie variable. Un bel exemple enfin, je peux citer deux beaux exemples de coproduction d'exposition. Tout récemment, Grande Vitesse Ferroviaire avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'était une belle création parce que la ligne Grande Vitesse arrivait à Rennes, on a créé cette exposition et avec une coproduction Cité des Sciences, on a pu présenter aussi l'exposition à Paris, ce qui a donné un réel rayonnement à notre activité. Et puis, ça a été très bénéfique aussi, je pense, pour la Cité des Sciences, pour qu'elle retrouve aussi un public autour de ces sujets de grande vitesse et de physique autour du monde ferroviaire. Mais ça a été aussi le cas avec le Muséum d'histoire naturelle, où on avait réalisé l'exposition Araignée, qui avait été un énorme succès à la fois à Rennes et puis après à Paris et puis en Europe un petit peu. Elle est allée dans plusieurs grands musées. Et puis on l'a décliné aussi dans différents formats, un grand format 400 mètres carrés avec Teresa aussi qui est présente parmi nous, un format plus petit, un format plus léger. Tout ça, ça vit son temps, je dirais 5, 6 ans, 7 ans. Et puis après, on fait le point ensemble, mais ça reste quand même très positif, quoi. Moi, ce que je retiens, c'est que ça permet, en dehors de la mutualisation, un élargissement des publics aussi au sein de nos institutions. Le travail en coopération, Agnès, tu en as parlé un petit peu, je crois qu'il est assez intéressant parce que entre un centre de sciences et puis un muséum, entre un centre de sciences thématique, un centre de sciences en région à Paris, ça permet quand même de rapprocher les équipes et on a toujours à apprendre finalement aussi à travailler avec les autres. C'est vrai que c'est quelquefois compliqué et c'est vrai que j'aurais bien aimé faire d'autres coproductions. Je vois notre ami Philippe à Annecy, Cran-Chevrier, mais c'est vrai que le fait d'être loin, par exemple, c'est un problème. Euh, la coproduction même, où on conçoit réellement des manips ensemble, c'est vrai qu'il y a besoin quand même d'une certaine proximité. Et moi, tout récemment, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une relation aussi de proximité avec Philippe Guillet, par exemple, qui est le directeur du muséum de Nantes. Lui, à Rennes, on n'a pas de muséum d'histoire naturelle. À Nantes, il n'a pas de centre de sciences. Et donc, on coproduit aussi des expositions ensemble. Alors, on avait repris de Neuchâtel parce que, mais là, récemment, on a réalisé deux grosses opérations plumes de dinosaures avec des collègues chinois, et puis aussi une belle exposition Éternité sur le thème du temps, la perception du temps, mais aussi le temps dans la biologie, le temps dans la physique. C'est un sujet intéressant. Et puis là, on est en cours de création d'une exposition commune sur les intelligences. Intelligence, on en parle beaucoup, animale, humaine, artificielle. Bon, vous avez sûrement entendu parler du blob, etc. C'est un superbe sujet aujourd'hui et c'est une coproduction que l'on mène avec notre collègue donc, de Nantes et puis aussi avec des amis québécois du musée du Fjord à Saguenay et puis musée des sciences que vous connaissez peut-être de Sherbrooke aussi, qui a une vocation un peu, je dirais, muséum d'histoire naturelle à Sherbrooke, enfin avec des belles collections, mais donc, ça nous permet quand même de travailler ensemble. Moi, je dirais que c'est gagnant-gagnant. Je pense qu'Agnès, elle a bien formulé les contraintes, les difficultés, la proximité, quelquefois les équipes qui ne sont pas tout. Enfin, mais on a à apprendre à travailler ensemble, on a à enrichir nos publics, on a tous un savoir-faire, on a tous notre façon de travailler. Après, on peut adapter l'exposition, bien sûr, comme vous l'avez dit, à nos salles.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire un peu plus du sur-mesure dans un environnement qui est quand même contraint, on le voit bien aujourd'hui. Mais je pense qu'Agnès, pour terminer sur une note positive, je dirais que l'avenir est à la coproduction d'expositions dans le domaine de la culture scientifique. Merci beaucoup. Non, non, c'était une introduction un peu provocatrice, hein. Vous imaginez, au contraire, je pense qu'on a beaucoup de choses à imaginer. Et alors, autant je pense que la dimension internationale, quand on coproduit avec le barrage de la langue, hein, on n'est pas tous très bons en anglais, par exemple, en France, ça devient parfois très compliqué d'embarquer tout le monde. Mais c'est vrai que sur le territoire, enfin, au niveau français, on n'a pas toutes ces barrières-là. Bon, même si aujourd'hui on ne peut pas beaucoup se placer, c'est quand même facile de faire des réunions ensemble, aussi de se voir de visu pour échanger sur des sujets. Donc, je pense que j'ai presque l'impression que les grandes coproductions internationales se développent alors qu'on ne développe pas des coproductions en France, sur notre territoire, enfin, pas assez à mon avis. Donc, si vous avez des remarques, si vous faire part de votre expérience ou de vos questionnements sur ce sujet-là, ben, la parole est à vous. Alors, je ne vois pas. Ah, Raphaël, je t'en prie, vas-y. Bonjour à tous. Merci pour ce nouveau sujet, encore un sujet passionnant. Alors moi, du coup, c'était pour poursuivre la réflexion sur les coproductions. Il me semblerait aussi intéressant qu'on travaille sur des partenariats production-diffusion et pas uniquement des partenariats de coproduction. Je m'explique. Moi, je suis dans une région, donc la région Hauts-de-France, où il existe de nombreux territoires où il n'y a pas un muséum et il n'y a pas un centre de sciences à parfois des centaines de kilomètres à la ronde. Et du coup les expos de culture scientifique et des outils de médiation scientifique vivent plutôt dans des formes ultra itinérantes et plutôt dans des lieux culturels, socioculturels, de proximité, voilà, souvent dans des médiathèques, des MJC, des maisons pour tous, des foyers ruraux, des maisons familiales rurales, etc. etc. Et du coup, on a du mal à trouver des contenus. Déjà, nous, on a du mal à produire des contenus comme ça pour l'ultra-itinérance parce qu'on n'a pas forcément les capacités de production. Et quand on arrive à produire comme ça des contenus pour de l'ultra-itinérance, nous, la durée de vie moyenne d'un outil comme ça ou d'une expo, c'est plus de 10 ans. C'est-à-dire le temps que ça circule dans les territoires. Et on a certains outils qui sont sortis, pour certains, je n'ai pas fait les calculs précis, mais il y a certains outils qui ont dû sortir plus de 150 fois. Ils ont eu 150 utilisations dans 150 lieux différents en ultra-itinérance comme ça, dans des collèges, des lycées, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment un format sur lequel aussi il faudrait travailler. Et nous, on serait prêts à travailler sur des partenariats production-diffusion où nous, on serait plutôt dans le rôle du diffuseur, quoi. Ouais, c'est pour faire l'analogie au cinéma, quoi. Et pour éviter de penser aussi qu'aux grosses productions qui vont dans les grands lieux, mais aussi voilà, aux lieux plus de proximité. Voilà, c'était mon propos. Donc, tu sais un peu le lien, je dirais, entre coproduction, itinérance, diffusion, c'est-à-dire quand on investit beaucoup sur une exposition, comment on l'imagine sur le long terme, on imagine une vie, et comment ces coproductions et diffusions doivent être pensées aussi en… C'est ça. La différence que tu es en train de dire aussi, ça veut dire c'est une certaine adaptabilité à des formats différents pour s'adapter au territoire. C'est ça, avoir l'exigence en termes de qualité d'une grosse production, type l'exposition sur la grande vitesse ou l'exposition sur le globe, etc., d'avoir la même exigence en termes de qualité dans des formats qui peuvent rentrer dans un véhicule utilitaire et se déplacer de lieu en lieu sur un territoire. Et nous, on serait prêts à vraiment envisager, même financièrement, de rentrer dans le cadre de partenariats comme ça, production, coproduction, diffusion, où nous, ce qu'on apporterait, c'est la dimension de diffusion et on serait prêt aussi à entrer financièrement sur certains projets comme ça. Je crois qu'Hélène aussi voulait peut-être réagir. Oui, oui. Peut-être on se présente quand on prend la parole parce qu'on ne se connaît pas tous. Donc, oui, alors… d'ailleurs, hein, excusez-moi, je suis en Espérance, je suis directrice des publics au Muséum d'histoire naturelle. Hein,
Effectivement, vous me voyez là, c'est bon parce que j'ai remis la caméra. Voilà, je suis Hélène Brignon, je travaille à Astuce Science, une association réseau aussi de la culture scientifique sur le territoire auvergnat. On a exactement les mêmes problématiques qu'Embellis Science, où on a très peu de gros lieux en fait d'exposition. On est plutôt, nous, sur un maillage du territoire avec voilà, plein de petits lieux où on a besoin d'avoir des expositions légères. Donc, c'est exactement cette même problématique. Et de plus, on est un territoire qui ne produit pas énormément d'expositions, en fait. C'est-à-dire que nous, on n'en produit pas, mais nos acteurs, en fait, n'en produisent pas beaucoup. Et on est souvent en recherche, des fois, d'expositions qui viennent de l'extérieur. Et à chaque fois, elles sont énormes, quoi. On a rarement ces formats-là. Donc, effectivement, développer des partenariats pour pouvoir voilà, avoir ces formats-là, nous, on est aussi en posture beaucoup de diffuseurs. On a créé quelques expos, mais c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on est plus là pour la diffusion, pour animer, faire travailler les gens ensemble. Alors, on peut être en accompagnement, effectivement, mais c'est exactement la même problématique voilà, qu'Embellis Science. Hein. Ce format-là, en fait, soit on se retrouve avec des petites expos voilà, qui sont bien sympas, mais on a du mal à avoir des expos, des belles expos de qualité qui sont légères à transporter. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus dans tout notre réseau, quoi. Ce que vous insistez, c'est vraiment sur la notion d'être sur des petites formes, mais des formes qualitatives pour une diffusion plus large qui peuvent être issues ou pas d'une grande forme. Donc, c'est une autre façon de penser la coproduction. La suite, OK. Oui. Je crois qu'il y a Marie Chauvier de l'INSERM qui voulait aussi intervenir. Voilà. Oui, bonjour. Merci de m'avoir présenté. Donc, moi, je travaille à l'INSERM, je suis chargée de communication. En fait, je voulais intervenir pas tellement en tant que chargée de com à l'INSERM, mais plutôt en lien avec mon ancien poste, parce qu'on avait des problématiques assez proches et il me semble qu'on avait trouvé une solution qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc, je travaillais à l'Institut Henri Poincaré, qui est un institut de recherche en mathématiques. Et donc, on avait l'objectif de produire des expositions, puisqu'une maison des mathématiques va ouvrir à Paris dans les années qui viennent. Donc, c'est un lieu dédié à la culture scientifique mathématique. Et donc, l'idée, en fait, c'était de créer des expositions, sachant qu'on n'avait pas forcément de lieu de diffusion. En fait, on n'avait pas de musée, en fait, à l'époque où j'étais à l'Institut Henri Poincaré. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec deux autres lieux qui sont la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon et Ferma Science, qui est une association de médiation scientifique dédiée aux mathématiques. Donc là, c'est vraiment dans le milieu des mathématiques. Hein. On avait fait donc un trio comme ça, et en se disant que chacun, une année, produisait une exposition, en prévoyant en fait de la faire itinérer l'année suivante dans l'autre lieu, et donc 2 années plus tard, de la faire aller dans le troisième lieu, et donc de faire un système de rotation comme ça. Ça veut dire que chaque année, une des équipes crée une exposition qui est ensuite mise à disposition du réseau. Donc ça permet aussi d'alléger les équipes en fait, parce que en effet, l'année où on crée, on est beaucoup sollicité, et puis ça permet d'avoir une rotation et un peu de repos comme ça. Donc, vous m'entendez? Est-ce que vous Ça a coupé, m'entendez tu as eu là? un problème de micro sur les 2 dernières phrases. D'accord, donc les 2 dernières phrases. Ce qui était intéressant, c'est que les personnes en fait, des 2 autres lieux de diffusion faisaient pas. Je crois qu'on a un problème, Marie, Marie. le flux est mauvais. Essaye de couper ta caméra pour essayer de récupérer un peu de flux. Ouais. Alors, peut-être le temps que Marie retrouve des données de connexion.
Est-ce que Je ne vous sais pas s'il y a m'entendez là? d'autres questions. Oui, on t'entend, on t'entend. Ah oui, Ah oui, bah Marie, allez-y. Ouais, désolée, hein. Et donc, en fait, voilà, l'avantage, c'est qu'en faisant partie du comité de pilotage en amont de la création de l'exposition, ça permettait d'avoir une idée assez fine du contenu, des formats, de pouvoir aussi avoir bien en tête les questions de transport, d'itinérance et de ne pas se laisser surprendre en fait, parce que quand on reçoit une exposition dans son lieu, elle n'est pas forcément adaptée au lieu, aux tailles, enfin c'est tout bête, mais la première exposition qu'on avait conçue, elle ne rentrait pas en fait, elle était trop haute, en hauteur sous plafond pour le deuxième lieu d'exposition, donc c'était complètement ridicule. Donc le fait d'associer les personnes au comité de pilotage permettait justement de ne pas se retrouver avec des expositions ensuite inutilisables, inexploitables. Et je trouvais que bon, finalement, ça permettait de diviser à la fois le travail, les coûts. Et puis voilà, ça semblait quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que je ne suis plus à l'IHP, mais je crois que ce système fonctionne bien. Donc je voulais le partager avec vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui souhaitent intervenir. Je ne vois pas. Moi, je voulais juste rebondir par rapport enfin, s'il n'y a pas d'intervention là, tout de suite. non, pas a priori. Dans ces débats, je voulais juste revenir est-ce qu'on pourrait imaginer, hein, comme ça, hein, est-ce qu'on pourrait imaginer, bon, les producteurs d'expositions, type le muséum, type l'espace à Rennes, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer enfin, quelque chose qui associe très rapidement ceux qui ont besoin d'expositions de plus petits formats ou pour faire circuler sur leur territoire, très en amont, dès qu'on a un sujet, dès qu'on sait qu'on va traiter ce sujet-là, leur dire, bah voilà, on va développer ce sujet-là, on va faire une grande exposition. Est-ce que ce sujet vous intéresse? Quelles seraient les thématiques qui vous intéresseraient? Et presque, je dirais, prévoir des kits, parce qu'après, tout ça, c'est du matériel. C'est du matériel qui peut se remodeler, c'est un peu comme un jeu de Rubik's Cube. Enfin, tout ceci peut se remodeler en lien avec les partenaires pour dire, voilà, comment est-ce que ça vous intéresserait? Quel kit est-ce que le sujet vous intéresse et quel kit on pourrait imaginer pour que vous puissiez faire circuler cette exposition, cette thématique-là qui vous intéresse sur vos territoires et faire un partenariat, je dirais, c'est pas vraiment de la coproduction, c'est la coproduction de l'itinérance à partir d'un premier sujet qui est fait pour aller après vers une meilleure diffusion, je dirais, de la culture scientifique technique sur les réseaux. Je sais pas, je lance cette idée. Est-ce que je traduis bien un peu vos interventions? Tu as déjà souscrit, fait adhérer Hélène et Raphaël à ta proposition, donc peut-être que d'autres veulent y adhérer. Oui. Juste, si je peux me permettre, je trouve que en fait, cette proposition est assez intéressante même dans la vie même d'un réseau comme celui de l'AMSTI, et du coup aussi d'avoir un travail très en amont et sur lequel chacun peut s'approprier en fait le sujet et in fine aussi le voir arriver à une échéance lointaine. Du coup, bien préparer son arrivée sur le territoire et pas forcément être dans de l'achat immédiat ou dans la location immédiate. Donc, du coup, ça permet vraiment un travail de fond, quoi. Oui. Moi, je peux vous dire que je souscris bien à l'idée d'Agnès et puis la question d'Hélène. Nous, en tant que producteurs, on est partant dans cette démarche-là parce que je pense que c'est valorisant pour tout le monde dans l'idée du gagnant-gagnant dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose d'intéressant d'imaginer cette reproduction et cette adaptation au territoire. J'ai vu que Philippe aussi nous parlait bien sûr d'implication des publics. Ça permet aussi de toucher des publics différents sur les territoires. Et je pense que c'est quelque chose de positif pour l'avenir que d'envisager cela. Et il y a aussi une belle expérience dont je voulais vous parler, que j'ai trouvée pertinente, c'est celle de l'exposition coronavirus Covid-19, là, de la Cité des Sciences, enfin d'Univers Sciences, qui est remise à jour aussi en fonction de l'actualité. Parce que là, on est vraiment sur un sujet de science en train de se faire avec la vérité qui se construit, des petites briques jour le jour. Et grâce au numérique, on enrichit le contenu. Et ça peut être, lorsque c'est imprimé, bon, ça fige le contenu, mais ça permet d'être enrichi grâce au numérique.
Et je pense qu'avec nos amis dans les régions, on peut imaginer la mise à disposition de fichiers pour une diffusion régionale, tout en ayant quelquefois aussi des manips qui restent des éléments interactifs lourds, onéreux, qui, elles, doivent, à mon avis, quand même rester, comment dirais-je, en grandeur nature, quoi. Parce que ça, toutes les expériences, nous, qu'on a menées de reproduction, de manip scientifique, on baisse un tout petit peu les coûts à les reproduire plusieurs fois, mais pas tant que ça. Donc, c'est peut-être pas la peine de s'engager dans cette voie-là. Mais l'idée, là, de la question qui était posée par Hélène, moi, j'y souscris volontiers. Il y a sûrement des nouvelles formes à trouver pour une meilleure diffusion régionale au meilleur coût. Alors, juste par rapport aux deux interventions, il y a Teresa, mais juste avant, c'est par rapport à Philippe et la remarque quid de l'implication des publics. Je n'ai pas bien compris la question, si vous pouviez préciser, est-ce que c'est quid de comment ces coproductions s'adaptent au public sur place, c'est ça? C'est le sens de la question? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que je pense que l'expérience que l'on construit avec nos publics au jour d'aujourd'hui est d'essayer de les impliquer le plus possible dans le sens que l'on donne à nos pratiques et dans la possibilité aussi qu'ils construisent avec nous des contenus. Et je me dis comment ça pourrait se tricoter à l'échelle de coproduction, ou qu'est-ce que le fait de coproduire avec une ou d'autres structures pourrait nous apporter dans cette logique de co-élaboration de contenu sur nos expos. Enfin bon, moi, en tant que vieux con, je peux me permettre le média expo, j'y crois plus. Donc, enfin, en tant que tel. Et la notion même de manip m'interroge bigrement. Et je ne voudrais pas qu'on limite les échanges qui me paraissaient intéressants au début, justement dans la distanciation qu'ils avaient pris, à coproduire des manips ou des petites formes qui peuvent rentrer dans un utilitaire. Je veux dire, pour moi, c'est un problème qui est au-delà de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'amont de tout ça et comment ça peut se faire avec les publics. Et dans le cadre de coproduction, je suis en interrogation. Je sais ce qu'on peut faire dans chacune de nos structures, mais après, comment tout ça, ça pourrait se mutualiser et fédérer des publics sur une espèce de communauté d'acteurs publics aussi de la culture scientifique et technique sur un territoire plus vaste que le nôtre. J'espère que j'ai été clair. Enfin, je le suis dans ma tête. C'est déjà pas mal, mais peut-être que je ne l'ai pas été pour tout le monde. Alors, juste pour rebondir, moi, si je puis me permettre, hein, là, je quitte mon rôle de modérateur, mais l'exposition est un support aussi. Enfin, quelque part, et la construction du discours, de la médiation qui l'accompagne, etc., qui peut être aussi mutualisée et complètement personnalisable. On est même, nous, on a déjà fait l'expérience avec Pierre Vive, où ils ont accueilli deux de nos expositions, où on a fait tout un travail de reformulation des contenus même de l'exposition avec eux pour que ça colle avec leur public, ça colle avec les questionnements de leur public, parce qu'ils sont Pierre Vive, c'est à Montpellier, dans une zone, on va dire, défavorisée. J'aime pas le terme, mais bon, c'est pour parler très vite. Et donc, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait. Mais ils sont partis d'un kit. Et je dirais, quelque part, ils ont adapté ce kit-là à leur questionnement et au questionnement de leur public. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant comme démarche. Enfin, l'exposition, il y a l'expo. On parle d'expo parce qu'on parle de coproduction d'exposition, mais quelque part, une exposition, c'est un élément parmi tout un ensemble d'autres outils qui peuvent aussi s'adapter facilement dans la médiation, l'action culturelle et tous ces éléments. Mais je vais… Ce que j'évoquais, je vais excuse d'insister, puis après je me tais, c'est juste pour moi, c'est comment aujourd'hui on peut impliquer les publics, non pas à partir d'un média qu'on lui propose et de le faire réagir ou de lui proposer tout ce qu'on peut imaginer de séduisant autour, c'est comment on peut co-construire des choses avec le public. Enfin, je veux dire, le public, il a des choses à nous apporter en amont, avant la réalisation de l'expo,
plus que une fois l'exposition posée et puis de lui dire, ben voilà, on peut faire ça, ça, ça autour. Mais c'est pas, enfin, moi j'ai envie qu'on se mette aujourd'hui dans le monde, et qui n'est pas que le monde d'après, parce que j'avais commencé avant, mais un peu la tête à l'envers là-dessus et qu'on s'autorise à prendre d'autres chemins pour faire des propositions, y compris en coprod. Voilà. Oui, alors Agnès, tu parles sans micro, mais j'ai lu sur tes lèvres. Non, non, Philippe, tu n'es pas un vieux con. Tu fais bien de poser ce genre de questions. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire on peut être à la fois sur des approches de coproduction avec ses publics et puis de coproduction avec des institutions, avec des producteurs. Sur la partie coproduction avec des publics, trois exemples. Actuellement, je l'avais déjà donné, me semble-t-il, Arras Cité Nature construit sa prochaine exposition sur le thème de l'eau et elle demande à tous ses publics de contribuer à l'exposition en fournissant des objets ou voilà, des choses qui leur appartiennent, qui sont en lien avec la thématique de l'eau et qui puissent apporter aussi avec leur témoignage ou leurs commentaires, etc., pour que ça intègre l'exposition. Donc là, bon, ça ressemble à une expo participative, on va dire. Après, d'autres exemples, c'est vrai qu'avec des jeunes ou avec des lycéens, on produit pas mal de choses, mais ce n'est pas sous des formes expo. C'est-à-dire qu'on va produire des posters, on va produire des planches de bande dessinée, on va produire des reportages, des vidéos, etc. C'est d'autres formes de production. Ce sont aussi des formes qu'on amène de plus en plus à être diffusées. C'est-à-dire qu'une fois que les jeunes ont réalisé un reportage ou ont réalisé un roman photo ou ont réalisé une émission de radio ou des planches de bande dessinée, on essaie de faire en sorte que le format puisse ensuite être diffusable et qu'il puisse y avoir un échange avec d'autres jeunes ou avec d'autres publics autour de ce travail-là. Donc, ces projets-là de coproduction avec les publics, je pense qu'il y en a toujours dans les territoires, mais ils sont complémentaires des coproductions plus institutionnelles, je veux dire, qui sont menées avec des institutions scientifiques pour vulgariser des sujets ou pour les ouvrir à la réflexion. Merci Raphaël. Sur ces aspects-là, peut-être pour qui souhaite prendre la parole. Ludovic, tu as levé la main, mais avant, il y avait Mathéo aussi qui était intervenu, je ne sais pas si vous voulez nous faire part, et Teresa aussi également. Donc, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Ludovic. Allez, Ludovic, vas-y. Ok. Donc, oui, enfin, je trouve très intéressant là, tout ce qui est dit, puis ça me donnait un petit peu envie de réagir et peut-être aussi de manière un peu extrême. Moi, je dirais, mais dans ces cas, est-ce qu'on n'échangerait pas de musée pour faire une expo? C'est-à-dire que, je ne sais pas, Agnès vient faire une expo à Neuchâtel, puis moi, je viens faire une expo chez toi. Et puis on essaye ça pendant une année. Moi, j'aime bien aussi l'idée que ce ne soit pas que de l'argent, tout ça, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu le sentiment, alors ça c'est avec mon regard maintenant extérieur à la France, mais que c'est souvent, malgré tout aussi des histoires d'argent qui sont aussi normales, hein, c'est clair. Et clairement, ce n'est pas parce qu'on est en Suisse qu'on a beaucoup plus d'argent, mais c'est, je pense, aussi une question d'envie avant tout, et je pense que ça, c'est vraiment super important, quoi. Et pourquoi pas, si nous, on fait une expo à Neuchâtel, peut-être que à Rennes, vous pouvez peut-être faire une salle de l'expo en proposant un contre-pied total sur le sujet et puis aussi essayer d'inventer un petit peu des choses. Et je me battrai jusqu'à ma mort pour dire que l'exposition n'est pas morte et que je pense qu'elle a un immense avenir, d'autant plus, je pense qu'au vu de ce qui s'est passé actuellement, c'est avant tout un lieu social de rencontre dans lequel on peut discuter. Et s'il y a une approche culturelle qui est peut-être pas que hands-on ou ce genre de choses, je veux dire, si on va dans quelque chose de peut-être pas facile à définir, effectivement. Par contre, il y a un réel enjeu de discussion, de rencontre de publics qui peuvent être aussi assez différents.
Et on aura de plus en plus besoin de ce genre d'endroits qui sont des lieux réels, dans le monde réel, où il peut se passer des choses, où les choses peuvent s'arrêter à la fin, mais où les choses, elles peuvent aussi peut-être des fois continuer après, dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Pour cette remarque. Oui, moi je crois aussi aux expos, mais je crois qu'une exposition aussi, oui, c'est au musée, et au musée comme espace social, et voilà, plus largement. Hamid, je ne sais pas si Hamid voulait développer un petit peu son propos à travers l'exemple de Philippe Guillet de Toumaï, ou... Oui, non. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend très bien. Voilà, donc tout à fait. Donc, j'avais travaillé avec Philippe Guillet sur la mise en œuvre d'une expo de Toumaïa Sapiens, en 2009 en effet, en partenariat avec 14 muséums, dont celui de Nantes. Donc l'intérêt, c'était en effet de partir de contenus dématérialisés que pouvaient s'approprier les différents musées en fonction des espaces dont ils disposaient, pour illustrer cette expo de Toumaïa Sapiens. Et l'intérêt, c'était de voir un peu les rendus de cette expo, qui étaient assez différentes et complémentaires d'un muséum à l'autre, et qui apportaient une spécificité aussi à chaque muséum en fonction, je dirais, des œuvres qui étaient hébergées dans chacun de ces muséums. Voilà, une expérience d'expo dématérialisée dans le cadre d'une coproduction. D'ailleurs, si je peux me permettre, à l'époque, j'étais à Montpellier et on avait récupéré les éléments de cette exposition. C'était dans le cadre de l'année Darwin, donc du coup, c'était en 2009, en effet. Et du coup, c'est vrai que ça avait été une manière, du coup, c'était une toute petite structure et c'était une manière de pouvoir participer et de monter une exposition dans un lieu qui n'avait pas forcément vocation à accueillir ce type d'exposition. Et du coup, ça avait facilité énormément le travail à l'époque pour engager cette production, quoi. Et surtout, c'était assez simple puisque, en gros, il y avait un DVD, un CD C'est ça, un à DVD. l'époque, et un DVD, et on avait juste à imprimer et à mettre en scène tout ça, quoi. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres remarques. Moi, j'aimerais bien relancer un peu cette réflexion sur comment travailler pour une déclinaison sur le territoire, sur les petites formes, parce que c'est vrai que nous, par exemple, on a tendance à ne pas le faire parce qu'on a peur, en phase de conception d'un projet ou tout au début, où tout n'est pas posé, qu'on nous demande beaucoup de choses sur des choses très concrètes, alors justement, le projet est en cours. Donc, c'est un peu toute cette alchimie de se dire comment, et justement, parce qu'il est en cours, il peut être construit. Donc voilà. Comment vous imagineriez ce type de collaboration, voilà. Il y a Hélène qui souhaite la parole. Je t'en prie. Oui, en fait, il faut faire part un peu d'une réflexion qu'on a, nous, parce que sur la diffusion en fait, qu'on fait sur le territoire, justement, d'Expo Légère, on travaille beaucoup avec les médiathèques. On sait très bien qu'elles deviennent vraiment des tiers-lieux intéressants pour favoriser ce maillage-là. Et on envoie de faire le travail, surtout en amont avec les médiathèques, pour connaître déjà les formats qui sont les plus propices à une diffusion chez eux. C'est-à-dire, par exemple, là, on a fait l'expérience des formats gros panneaux rigides. Ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour attacher. Alors que finalement, si on est sur des kakémonos déroulants, enfin, il y a des petites choses pratiques comme ça sur les formats qui sont importantes à connaître en amont pour favoriser une diffusion en fait des expositions. Et il y a le côté aussi prise en main facile en fait du contenu.
C'est-à-dire que voilà, des fois, nous, on a des expos qui sont un peu plus conceptuels, qui sont plus photographiques, donc qui demandent vraiment une programmation autour très forte. On voit bien que ils ne vont pas tous se jeter là-dedans. Il faut vraiment qu'ils soient bien intégrés dans notre réseau pour se dire OK, je vais faire une programmation autour de ces expositions-là, mais sur des tout petits territoires qui sont ruraux, où ils ont encore peur de se lancer dans la culture scientifique. Il faut des fois que l'exposition puisse se suffire à elle-même et en même temps permettre l'animation autour. Là, je parle vraiment maillage du territoire parce qu'on ne peut pas animer partout, on n'a pas le terreau qu'il faut pour ça. Donc pour moi, alors je n'ai pas encore la réponse à tous les formats, mais il y a vraiment un questionnement à avoir entre les acteurs qui vont faire cette diffusion et ceux qui vont les recevoir en fait, pour bien savoir déjà réfléchir sur les formats adaptés et aussi sur les thèmes de prédilection, parce que on peut avoir des grandes questions qui peuvent être développées sur des grandes métropoles et puis finalement rencontrer très peu de succès sur des tout petits territoires, alors que d'autres thèmes qui ne fonctionneraient pas en métropole pourraient très bien fonctionner sur des petits territoires. Donc, pour moi, il y a une réflexion à avoir aussi avec le milieu des médiathèques, avec les diffuseurs locaux, à la fois sur les formats et sur les thèmes. Il y a un travail à faire là-dessus. Et effectivement, l'idée de quand vous voulez vous lancer, quand les grandes structures se lancent dans des grosses expositions, c'est pourquoi pas, oui, organiser des temps en amont de concertation sur les champs des possibles à partir de la première idée pour l'intégrer dès le départ, quoi. Je ne sais pas, ça peut se faire sous un format, oui, des petits workshops ou des choses comme ça. Ça peut être une idée, mais oui, entamer d'abord une concertation au tout début du projet, en fait. Et peut-être en cours après, à un moment un peu plus avancé, quand le sujet est un peu plus avancé quand même. On ne part pas de zéro non plus. C'est trouver le bon moment où on va, je dirais, redéfinir comment on peut faire circuler ce territoire, un corpus qui est suffisamment bien défini. Donc, c'est trouver le bon moment. Mais cette mise en relation, elle est intéressante parce que c'est vrai que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espace d'échange, justement. Et l'AMSTI en est un très, très bon, justement, pour faire ce mariage entre les besoins des uns et des autres et justement arriver à revaloriser et à mieux diffuser gérer une production contenue et que chacun puisse se l'approprier. Je pense que la notion d'appropriation aussi, même si je vois, c'est Frédéric qui dit les médiathèques, il leur faut du clé en main. Oui, peut-être, il faut peut-être du clé en main, mais après, il y a justement dans toute l'animation, dans tous les métiers du livre, etc., peut-être ils ont beaucoup aussi à imaginer pour compléter ces éléments-là. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ça. Nous, je réinterviens, je n'ai pas levé la main, je suis désolée. Mais nous, les médiathèques, on a deux types de médiathèques. On a celles qui veulent du clé en main et qui ne vont pas faire d'animation autour. Et puis, on a celles qui vont nous demander des animations. Nous, en tant qu'animateurs de réseau, ce que l'on fait, c'est que par rapport à nos acteurs du territoire, quand on a des expositions, finalement, on forme nos différents acteurs à l'animation, où on travaille avec eux sur où on peut créer une programmation autour de ces expositions en disant telle structure peut agir là-dessus. Mais en gros, il faut que du coup, les acteurs du territoire qui sont en capacité de faire des animations sur ces petites zones pour les médiathèques, par exemple, parce qu'elles ont des budgets animation aussi, ces médiathèques, puissent avoir des structures locales qui sont en capacité d'animer ces expositions. Donc, à la fois, pour moi, la déclinaison, il y a aussi un petit aspect formation à l'animation de l'exposition sur les acteurs locaux. Ouais. Il y a Pascal qui a demandé la parole sur le… Pascal et Frédéric. Pascal puis Frédéric, ça vous va? Oui. Bonjour.
Oui, j'aimais beaucoup à l'époque le format Science Actualité qui était fourni par la Cité des Sciences sous la forme d'un DVD qui comprenait l'ensemble des textes d'une expo, mais aussi les dossiers pédagogiques, aussi les vidéos, aussi les interviews des chercheurs qui avaient contribué à faire l'expo. Et avec les formats PDF, on pouvait imprimer l'expo exactement à la taille qu'on voulait, le nombre de panneaux qu'on voulait, tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on pouvait se la faire en 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, ce qu'on voulait. Moi, je dirais que le problème, ce n'est pas vraiment les panneaux. Les panneaux, c'est un petit peu ce qui coûte le moins cher, mais effectivement, il faudrait penser aussi à mutualiser peut-être aussi des conférenciers. Des conférenciers, c'est-à-dire des spécialistes capables d'intervenir sur un thème de manière pointue dans une grande ville comme dans une petite ville. Ce qui nous coûte très cher aussi, c'est quand je vois par exemple parfois des très belles vidéos produites par le Muséum national qu'on voudrait récupérer pour des muséums chez nous. C'est parfois une galère énorme de récupérer une simple pastille vidéo. Comme par exemple, je pense à toutes les pastilles vidéo sur la biodiversité qui avaient été faites pour le Tour de France il y a quelques années. C'est très difficile de récupérer ces simples pastilles vidéo qui seraient des produits extraordinaires. De même, des jeux vidéo qui ont été produits et qu'on pourrait réutiliser, mais sur lesquels on n'a pas les droits, entre guillemets. Donc, il y a des tas de choses qui existent déjà, qu'on pourrait utiliser, mais qu'on ne peut pas parce qu'on ne peut tout simplement pas se les payer ou on ne sait même pas à qui demander les droits. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment de la coproduction, de co-construire ça, mais c'est d'utiliser déjà ce qui existe déjà. Et moi, je dirais comme Ludovic, hein, effectivement, le Média Expo, j'y crois très très fort. Il n'y a qu'à voir le succès qu'on a actuellement avec la dernière expo qu'on vient d'ouvrir, avec la queue en permanence. On n'arrive pas à faire rentrer le public, quoi. C'est très bien qu'on parle de Science Actu. Je suis Frédéric Desnoyers, je suis chargé des relations institutionnelles à Univers Science et je coordonne l'offre Science Actu sur cette actualité aussi. Juste un petit retour d'expérience. Moi, j'avais rencontré des acteurs des médiathèques, au congrès des bibliothèques. On avait exposé notre offre Science Actu à La Rochelle il y a 2 ans. On a toujours des beaux contacts, des bons retours. Ils sont toujours très intéressés, les médiathèques. On a envoyé quelques contenus dans certaines médiathèques. Après, moi, ce qui me semble, c'est qu'ils ont beaucoup de mal. Quand je dis clé en main, c'est-à-dire que nous, on peut envoyer des contenus numériques, on peut envoyer des audios, on peut envoyer des vidéos, on envoie des panneaux, il reste juste à imprimer. Mais on sent bien que les médiathèques, ça dépend lesquelles, pas toutes forcément, mais celles qui ne sont pas armées pour ça, elles vont avoir beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à mettre en œuvre ce petit espace consacré à Science Actualité. On l'observe, enfin, moi je l'ai beaucoup observé. C'est pour ça que quand je dis clé en main, il faut vraiment que ce soit très rapide, facile pour eux à mettre en place et que les coûts, parce que même des coûts d'impression sur les contenus Science Actu, sur quelques panneaux d'expo dossier, ça va être compliqué. Enfin, j'ai le sentiment que c'est compliqué, c'est le retour qu'ils me font. Donc, quand je dis clé en main, effectivement, je pense que c'est le C15 plein, on déplie, kakémono et ça rentre ou ça rentre pas. Après, sur la partie animation dans les médiathèques, moi, je leur conseille systématiquement de faire appel aux collègues de culture scientifique du territoire, de se rapprocher d'eux pour voir s'ils peuvent, à l'intérieur de ces expos dossiers Science Actu, qui peuvent être un peu statiques, même si on peut avoir de la vie avec les vidéos et les audios, d'essayer de créer avec le public, enfin pour le public, des petites animations sur des formats un peu plus courts et sur de l'actualité scientifique, qui n'est pas facile à mettre en place pour les médiateurs. Mais voilà, donc Science Actu continue sous une forme différente de l'époque. Et en tout cas, pour ce qui concerne ce réseau des médiathèques, effectivement, ils ne sont pas tous armés. Et même s'il y a de l'intérêt, même si ce n'est pas facile pour eux de parler de culture scientifique et de science, il y a quand même de l'intérêt et on essaye. Ce n'est pas facile, quoi. Je vais donner peut-être la parole à Mathéo. Je pense que Raphaël, tu voulais intervenir, mais Mathéo? Ah, si, il y avait quelqu'un d'autre avant, non? Non, c'est bon, Mathéo, allez-y. Oui, ok. Désolé, j'ai perdu le début, donc désolé si je suis à côté de la plaque, mais je sais que j'ai entendu dans cette partie. Je crois qu'une des choses que pour moi, c'est très important à se poser, et c'est la contribution que je voulais aussi mettre avec l'exemple de CUSEC, c'est si l'exposition est toujours considérée comme un point d'arrivée, comme un objectif ou un point de départ. Et les moments où on commence à penser l'exposition comme un point de départ, l'essence même de la coproduction et de la co-création entre
les producteurs et avec les publics change d'essence. Moi, je suis très attaché personnellement à une formule que Bruno Douceur avait utilisée. Je ne sais pas si c'est à lui l'original, mais c'est qu'on est des animateurs des liens, pas des animateurs de lieux. Et donc, si l'expo est conçue comme l'objet qui permet à des liens de se former, liens entre producteurs et structures de la culture scientifique, entre ces producteurs et les publics, ou encore plus important, entre les publics, alors l'essence de tout type de coproduction devient… je crois que ça vraiment, ça redonne de la vie, parce que c'est une coproduction qui n'est pas animée par l'objectif de diminuer les coûts. Parce que ça, on s'en fout, ce n'est pas ça le problème. C'est quelque chose qui est animé par l'effet que ça augmente l'essence qu'une exposition peut avoir. Augmenter l'essence, ça veut dire augmenter les liens qu'elle est capable de générer. Merci beaucoup pour cette remarque qui nous replonge vers nos grands objectifs. Même si je pense que pour arriver à mener tout ça, il faut qu'on ait un certain équilibre entre d'un côté une certaine vision, un objectif, une utopie, et puis quelque part aussi les contraintes très… Ah non, là, on ouvrirait un autre confrontés, auxquels nous sommes tous confrontés et auxquels, malheureusement, j'espère qu'on ne sera pas confrontés de manière trop violente en 2021. Il nous reste 3 minutes. Juste pour répondre à Pascal, nous, au muséum, on était très mal équipés pour répondre à ce type de demande. Et je trouvais ça trop dommage. Donc là, on s'est réorganisé, on répond mieux. Voilà. Et en plus, on gère mieux, je dirais, les droits. Et ça, c'est toujours compliqué, hein, la gestion des droits. Qu'est-ce qu'on peut faire passer, qu'est-ce qu'on ne peut pas, etc. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est mieux équipés pour ça aujourd'hui. Parce que si je comprends bien, il y a à la fois, on est beaucoup sur la notion de diffusion. Il y a des productions, il y a beaucoup de productions. Pas tant que ça, mais quand même. Au-delà de la question de la coproduction, c'est comment on revalorise ce qui est produit, que ce soit en kit, par type de support, que ce soit pour une exposition, et comment on le revalorise dans une logique de partenariat. Enfin, si je peux résumer ce qui s'est dit, et comment on construit, je dirais, une revalorisation des contenus. Après, on peut toujours produire, on n'a pas abordé la question de la coproduction en tant que telle, mais voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, et en pensant à l'exposition, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Quand je vois les petits messages qui s'échangent sur le chat sur comment faire venir une pointure au fin fond du Cantal, etc. Donc, c'est comment aussi, c'est l'exposition, mais c'est aussi tout le reste. Avec ce que disait Philippe, ne pas oublier aussi cette réflexion sur comment on coproduit du sens avec nos visiteurs. Je ne sais pas si quelqu'un va encore s'exprimer, parce que je sais qu'il faut qu'on tienne les délais. Il est 29. Déjà, je ne sais pas si voilà. Raphaël, tu voulais peut-être… Non, tu dis ça va. Est-ce que cette conclusion résume bien ce qu'on s'est dit, ou est-ce que j'ai bien compris ce qu'on s'était dit? Oui, je vois, on me dit que ça a l'air pas mal. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre en dernier souhaite poser une question? Alors, bonjour, une question? Oui, bien sûr, Mathilde, vous pouvez la poser. Il faut enlever le micro, par contre. Oui, voilà. Donc, bonjour, merci beaucoup. Donc, merci pour ces échanges qui apportent quand même pas mal de points de vue et de nouveautés pour ma part, parce que je suis quand même récente dans le domaine professionnel de la CST. J'avais une question qui portait sur l'événement La Nuit des chercheurs. On se questionnait pour l'importer, éventuellement peut-être à Grenoble, et on se demandait déjà si on avait des informations sur le maintien de cet événement en novembre, sur le report de cet événement en novembre, et si oui, à qui est-ce qu'on pouvait contacter pour avoir de plus amples renseignements quelle université émanait cet événement? J'avais Dijon en tête, mais je ne suis pas certaine que ça vienne de là. En fait, la Nuit des chercheurs est un événement piloté par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment un projet Commission européenne. Et c'est en effet Lionel Maillot qui est, avec également Claire Dupoët et Jérémy Thierry, donc Franche-Comté-Bourgogne, qui pilote en fait la coordination nationale de la Nuit des chercheurs au niveau national. Donc, le plus simple, c'est vous rapprocher d'eux et vous aurez toutes les dernières informations d'actualité.
D'accord, merci beaucoup. Pas de problème. Bien, merci beaucoup pour ces échanges. Peut-être Didier, tu souhaites prendre la parole pour conclure ou... Non, pas plus que ça. Tu as fait une très belle conclusion. On vous redonnera un rendez-vous prochainement, probablement d'ici 15 jours, pour un nouveau webinaire sur un autre sujet qui, au regard des échanges, en fait, peut-être va être l'objet en fait de ces échanges d'ailleurs. Pardon. Et du coup, voilà, on vous renverra un message dans les 15 jours. Et merci beaucoup Agnès pour cette animation et merci de votre participation. Merci à Agnès. Michael et Ludovic. Merci. Merci à tous. Salut. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.